Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidal et moi. Dans cet épisode, nous aborderons un sujet aussi essentiel que préoccupant, la santé mentale des étudiants en médecine. Comme vous le savez, les études de médecine sont souvent perçues comme une vocation, un parcours d'exception qui est destiné aux plus passionnés et aux plus résilients. Mais derrière cette image prestigieuse se cache une pression académique écrasante, des attentes sociétales élevées et une culture de la performance qui ne laisse que peu de place finalement à la fragilité. Alors pourquoi cette situation est-elle si alarmante? La pression des études est-elle seule responsable ou alors faut-il aussi questionner la culture médicale et la manière dont les étudiants sont accompagnés et surtout, quelles solutions existent pour leur venir en aide? Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Ariel Fragerman. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes psychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, chercheur à l'INSERM et spécialiste de la santé mentale des jeunes. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Kylian Lerguarch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes interne en médecine générale et président de l'Intersyndicale nationale des internes et vous nous apporterez un regard de terrain sur les réalités vécues par les jeunes médecins en formation. Alors, ma première question, qui s'attarde plus sur les chiffres, quels sont les indicateurs actuels sur la santé mentale des étudiants en médecine? Alors, je pense qu'il faut être très prudent sur la question des chiffres parce que ça dépend de quoi on parle. Je vais vous donner un exemple. En fonction des études, vous aurez différentes échelles qui sont utilisées. Par exemple, la HAD qui mesure les symptômes sur les 7 derniers jours. Le PHQ-9, c'est sur les 14 derniers jours. Et l'autre questionnaire qu'on utilise, le CDSF, c'est sur 12 mois. Donc, d'une part, quand vous faites varier la période que vous étudiez, ça fait varier les chiffres. Et d'autre part, les échelles comme la HAD ou le PHQ-9, tout le monde ne prend pas le même seuil, ne prend pas le même cutoff, ce qui fait aussi varier de manière très importante les prévalences. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent par rapport à ça. Et pour d'autres mesures comme le burn-out, par exemple, qu'on a également étudié, il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus au niveau international sur les seuils à utiliser. Donc dans nos enquêtes, on a pris un seuil qui a été utilisé dans d'autres enquêtes, on ne l'a pas inventé, mais il n'y a pas de consensus sur ce seuil. Ça, c'est le premier point. L'autre point, on a commencé vraiment à s'intéresser à la santé mentale des étudiants avec une méta-analyse qui est parue en 2016, justement sur dépression et idées suicidaires. Et ce que disaient les auteurs de cette méta-analyse, c'est qu'ils disaient déjà, attention, vraiment, il y a beaucoup d'échelles différentes utilisées avec des seuils différents. Donc, on va parler de symptômes dépressifs et pas de dépression parce que les définitions sont trop différentes. Et dans cette étude, ils retrouvaient qu'un quart des étudiants en médecine avaient des symptômes dépressifs et 1 sur 10 avaient des idées suicidaires. Dans cette méta-analyse de 2016, il y avait 193 études, une seule étude française. Donc, ce qui veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de données françaises. Donc, suite à cette méta-analyse, les syndicats d'étudiants français, donc l'ISNI, l'ISNAR et la NEF, ont fait leur première enquête qui retrouverait des résultats similaires. Suite à ça, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et le ministère de la Santé ont mandaté Donna Tamara pour faire un rapport qui a abouti à la création du Centre national d'appui à la qualité de vie des étudiants en santé. Ils ont fait pendant le Covid des enquêtes un peu sur le stress des étudiants, la détresse psychologique, et ce qu'ils ont constaté, tout étudiant en santé confondu, et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'entre la première et la troisième vague, le stress avait augmenté de manière très importante chez les étudiants en santé. Les associations d'étudiants en médecine ont voulu refaire une enquête en 2021 pour savoir ce qu'il en était. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont contacté, moi et le professeur Yannick Morvan, pour la partie méthodologique et scientifique. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est, dans ce cas-là, qu'un quart des étudiants avaient fait un épisode dépressif caractérisé sur les 12 derniers mois. Alors, pourquoi j'utilise ce terme d'épisode dépressif caractérisé? Parce qu'on a utilisé un outil qui s'appelle le CDSF, qui est le même outil que celui utilisé par Santé publique France pour le baromètre santé des Français. Donc ça, c'est très important parce que, comme ça, on peut comparer avec la population générale française puisqu'on utilise le même outil qu'eux. De même, on a utilisé la même question pour les idées suicidaires et on voyait que 19% des étudiants en médecine avaient eu des idées suicidaires au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Et enfin, on a regardé le burn-out. Alors là, je vous disais, attention au seuil. Et il y a plusieurs versions du burn-out. Donc, on a utilisé une version pour les étudiants qui étaient en stage à l'hôpital, donc les externes et les internes, et une version pour les étudiants en deuxième et troisième année, c'est-à-dire les précliniques. Donc, chez les étudiants en stage à l'hôpital, il y avait 2 tiers qui cotaient au niveau d'un seuil de burn-out versus 1 tiers pour les étudiants en préclinique. Sachant que là, on est sur le burn-out étudiant. Donc ça, ce sont les chiffres de 2021.
En 2024, il y a une nouvelle enquête du baromètre santé des Français, donc on a dit qu'on allait reproduire également l'enquête sur la santé mentale des étudiants en médecine. Pourquoi c'était intéressant? Parce que 2021, on regarde sur les 12 derniers mois, on est en pleine période de pandémie de Covid. Donc on peut dire, voilà, surcharge de travail à l'hôpital, des morts partout. Évidemment, ça a un impact sur la santé mentale des étudiants. Est-ce que, à distance de cette pandémie, on retrouve la même chose? Et donc, on pensait notamment qu'il y aurait une petite baisse quand même. Petite, pas trop importante, parce que d'autres chiffres déjà alertaient un petit peu. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que on a la même chose, voire on a toujours à un quart d'épisodes dépressifs caractérisés, un étudiant sur 5 qui a des idées suicidaires et des taux de burn-out similaires. Dans cette enquête de 2024, on a rajouté d'autres questionnaires, notamment un questionnaire sur les symptômes de troubles du comportement alimentaire. Ça, c'était la demande de la NEMF, parce que c'était le retour qu'ils avaient du terrain. Et donc, on a constaté qu'un quart des étudiants en médecine avaient des symptômes de troubles du comportement alimentaire. Attention, c'est des symptômes, ce n'est pas un diagnostic. Il faut rester prudent par rapport à ça. Et également, on était à environ 15% des étudiants qui avaient une consommation excessive d'alcool. Donc ça, ce sont les chiffres sur les données de 2024, l'enquête qui a eu lieu à l'été 2024, donc très récente par rapport à ça. Alors c'est ça, effectivement, on a sorti fin 2024 la nouvelle étude, justement, grâce au consortium de tout le monde et au travail de tout le monde, et c'était extrêmement important pour nous aussi. Au-delà, effectivement, du baromètre des Français, c'était aussi important de rappeler au pouvoir public que la santé mentale, c'est important, qu'on est toujours dans une précarité, qu'il y a toujours des chiffres qui sont alarmants et que ça n'a pas évolué dans le bon sens. Donc, c'était aussi une manière pour nous aussi, d'un point de vue politique, au niveau des pouvoirs publics, de rappeler ce combat qu'on mène au quotidien. D'accord, très bien. Alors, on a évoqué les étudiants en médecine. Est-ce qu'il y a un comparatif fait avec d'autres jeunes actifs ou d'autres étudiants, d'autres spécialités? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, globalement, sur la santé mentale des jeunes, on sait qu'il y a une crise de la santé mentale des jeunes qui va en s'aggravant. Aujourd'hui, il y a eu le rapport qui est sorti de l'adresse et de l'Observatoire national du suicide, justement sur les chiffres du suicide, qui voit une augmentation très importante chez les jeunes femmes, notamment, de moins de 25 ans. Et pour la première fois depuis très longtemps, depuis la pandémie, on a à nouveau une augmentation des chiffres du suicide en France, ce qui est assez inquiétant. Et en termes de comparaison, donc, il y a plusieurs choses. En 2021, on avait pu comparer avec le baromètre santé des Français, donc sur la tranche d'âge qui nous intéresse, donc les 18-34 ans. Donc, ce qu'on constatait, c'est que les étudiants en médecine avaient plus d'épisodes dépressifs caractérisés et surtout beaucoup plus d'idées suicidaires. On était à 5 fois plus d'idées suicidaires. Donc, ce qui est énorme. Pour les données de 2024, alors les données du baromètre santé des Français ne sont pas encore disponibles. Il y a aussi les données de l'Observatoire de la vie étudiante qui ne sont pas encore disponibles. Donc, c'est ce qu'on va faire après en termes de comparaison. On a fait fin 2023 avec les associations respectives d'étudiants kinés, des étudiants sages-femmes, des enquêtes sur la santé mentale qui retrouvaient des taux aussi élevés, mais pas aussi élevés que chez les étudiants en médecine, au niveau de l'épisode dépressif caractérisé, en utilisant encore une fois le même questionnaire. Très bien. Concernant la charge de travail et la pression académique, est-ce que cela a un impact direct sur la santé mentale des étudiants? Alors je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font que nos études sont dures et difficiles. Déjà, elles sont longues. On est maintenant, pour un médecin généraliste, à minimum 10 ans d'études. On peut aller jusqu'à 12, voire 13 ans d'études, même plus si on veut faire une carrière universitaire. Donc c'est des études qui sont exigeantes et qui sont longues, qui sont aussi concurrentielles, déjà pour rentrer en médecine, pour ensuite avoir la spécialité et puis la ville où on a envie de faire notre internat en fin de 6e année, et puis après, pour espérer avoir un poste quelque part aussi, même si on manque clairement pas de médecins et donc on peut travailler un petit peu partout. Donc c'est des éléments qui sont extrêmement importants, qui expliquent en partie nos conditions de travail, en tout cas pour les internes, font une grande partie de l'explication de pourquoi on a des chiffres qui sont extrêmement alarmants sur la santé mentale. Quand on travaille dans les services, on avait fait une étude pareil avec l'ISNAR, IMG et puis la fédération des représentants de pharmacie, de biologie et de médicaux en 2023 sur le temps de travail des internes dans les services. On était en moyenne à 59 heures
quand la loi française prévoit les 35 heures pour tout à chacun. Et on est bien au-dessus aussi, avec 59 heures en moyenne, des 48 heures qui sont la durée légale maximale qu'on retrouve au niveau du droit européen. Donc, il y a un vrai problème sur le temps de travail. Et derrière cela, donc ça entraîne forcément du burn-out, on en a parlé. Et puis on a aussi des conditions difficiles, avec des services qui sont avec des conditions managériales qui s'apparentent clairement à du harcèlement moral, mais aussi sexuel parfois, avec des agressions sexuelles également. On nous a également, dans notre étude en 2024, rapporté des viols. C'est quand même un acte absolument condamnable et qui est désastreux et qui ne devrait pas arriver dans les hôpitaux publics. Donc il y a tous ces éléments-là font, puis la charge de travail est extrêmement importante, forcément, des hôpitaux publics, on manque de médecins, on manque de bras, donc forcément ça se répercute sur le personnel et nous faisons, en tant qu'externe et puis aussi en tant qu'interne en médecine, partie du personnel médical qui soignons quotidiennement des Français. Très bien. Alors, quel a été l'impact de l'évolution des nouvelles réformes et, par exemple, de la suppression du numerus clausus ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs critères de réponse là-dessus. D'un point de vue psychiatrique et de recherche, nous, ça c'est notamment dans nos modèles animaux, une des façons de créer du stress ou de la dépression chez la souris ou chez le rat, c'est l'incertitude. C'est-à-dire, si il ne sait pas à quoi s'attendre, est-ce qu'il va avoir de la manger, est-ce qu'il va avoir une décharge électrique. Donc, si on crée de l'incertitude, on augmente son niveau de stress et on augmente le risque de dépression. Or, les réformes actuelles ont augmenté le niveau d'incertitude, que ce soit avec le grand oral initialement ou avec le nouveau système pour le concours de l'internat, avec l'algorithme où au final on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Ça crée de l'incertitude, donc ça augmente le niveau de stress. Donc le risque de troubles psychiatriques aussi. Et puis au-delà de ça, il y a aussi depuis plusieurs années, moi je pense au moins d'une dizaine d'années, on doit être à la 3e réforme de la formation en médecine, entre la réforme de l'internat, la réforme de l'externat, la réforme d'entrée des études de santé. Il y a énormément de réformes, il y a même, je pense, il y a des promotions qui ont connu même les 3 réformes, qui ont connu la réforme de l'internat, la réforme de l'externat, la réforme de l'entrée des études de santé. Et à chaque fois, ces réformes sont faites dans la précipitation, elles sont pas forcément complètement concertées avec l'ensemble des interlocuteurs. Donc, ça crée forcément de l'angoisse pour les étudiants qui commencent la filière, qui finalement, alors c'est sûr, c'est long, 10 ans, mais qui, au bout de la première année, en n'ayant pas essayé la première année, ne savent pas forcément comment la suite de leurs études vont fonctionner. Ça aussi, ça n'aide pas, en tout cas, à avoir un parcours qui est calme et serein en études de médecine. Et pour compléter, parce que moi maintenant je suis vieux, donc je suis de l'autre côté, pour les enseignants, c'est aussi très compliqué, parce que nous non plus, on ne comprend pas forcément les réformes. On a un peu des fois les informations à la dernière minute, donc on se retrouve face aux étudiants et on ne sait pas quoi leur dire, on ne sait pas comment les aider non plus par rapport à ça. À cela s'ajoute le manque d'enseignants d'hospitalo-universitaires. J'en parlais dans mon rapport pour la Fondation Jean Jaurès en 2022, mais selon les chiffres du Sénat, rapport de 2018 du Sénat, entre 2006 et 2016, le nombre d'étudiants en médecine a doublé, le nombre d'hospitalo-universitaires a augmenté de 1,5%. Et si on prend les chiffres du Centre national de gestion, le CNG, entre 2016 et 2024, le nombre d'hospitalo-universitaires a diminué de 0,5%. Donc, sachant qu'on a rallongé en plus la durée de l'internat, donc on a de plus en plus d'étudiants, on a de moins en moins d'hospitalo-universitaires, donc un encadrement qui diminue, et on a aussi plus d'hospitalo-universitaires qui démissionnent. Il y avait eu un rapport de l'Académie de médecine de 2019 qui alertait en disant « Attention, les hospitalo-universitaires n'en peuvent plus, donc certains s'en vont ». Et donc, les étudiants sont moins encadrés, ce qui accroît également leur mal-être. Pour donner un exemple très récent, sur la réforme de l'internat de médecine générale, donc avec le rajout d'une 10e année de médecine générale et donc la 4e année de l'internat, on est à moins de 2 ans de la réforme, on a à peu près un an et demi du début de la réforme et on n'a absolument pas forcément une visibilité sur comment ça va se passer. Donc forcément, un interne de médecine générale aujourd'hui peut se poser énormément de questions sur comment son internat va se terminer, puisque c'est la dernière année. Et donc forcément, ça crée aussi de l'angoisse. Et il y a tout aussi, et ça rejoint l'enjeu justement des enseignants que Ariel disait, ça rejoint aussi l'enjeu des universitaires aussi en médecine générale dont on a besoin. Effectivement, ouais, beaucoup d'incertitudes. J'aimerais qu'on évoque un petit peu les racines de ce mal-être chez les étudiants en médecine. Quelle est la perception des troubles psychologiques dans le milieu médical ? Alors,
avec l'ISNI, puis un consortium, on avait fait une enquête sur les stéréotypes sur les différentes spécialités médicales. Donc, c'était l'enquête Sésame menée par le docteur Nawal Adouri qui travaille en MPR. Et pour la psychiatrie, ce qui ressortait dans les stéréotypes, donc c'était difficile mais nécessaire, fou et pas vraiment médecin, un chimiste bavard, en dehors de la médecine et sans ressources. Donc, c'est pas très, très joyeux. Et même dans votre présentation initiale, vous parliez de fragilité. Donc, nous, on n'aime pas ce terme parce que, en plus, c'est ce qui ressort. Si tu as un trouble psychiatrique, c'est que tu es fragile, c'est que tu es faible. C'est faux. Les troubles psychiatriques, c'est une interaction gène-environnement. Donc, il y a différents facteurs qui rentrent en compte et c'est comme le diabète. On ne va pas dire quelqu'un, tu as un diabète, tu es faible. C'est la même chose pour la psychiatrie. Donc, déjà, il y a ce côté très stéréotypé avec la peur des étudiants aussi. Et ça, c'est un peu ce qu'on a regardé dans les enquêtes santé mentale aussi, parce qu'on s'est rendu compte que en 2021, notamment, seulement un tiers des étudiants déprimés avaient une prise en charge adéquate. La prise en charge adéquate, c'est psychothérapie ou traitement antidépresseur. Et on s'est demandé pourquoi. Donc, on a regardé un petit peu ça en 2024. Ce qui ressort, c'est quoi? C'est d'une part le coût des soins, d'autre part le manque de temps pour y aller, et ce qui ressort également, c'est la peur des conséquences. C'est-à-dire, si on reconnaît qu'on va mal, si on reconnaît qu'on va avoir un psy, que ce soit psychologue ou psychiatre, comment est-ce qu'on va être jugé par nos collègues? Est-ce que ça va nuire à notre carrière au niveau médical derrière par rapport à ça? Donc ça, c'est un impact aussi sur le recours aux soins. Et donc la conséquence de ça, ça va être notamment l'autoprescription et l'automédication avec les médicaments dans le service. Je pense qu'il y a un véritable enjeu de manière générale, global, pas forcément qu'en médecine, mais peut-être encore plus en médecine, de faire en sorte que la santé mentale, on parle de grande cause 2025, qu'on en parle, et comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés, en médecine aussi, c'est-à-dire qu'on a du mal à accepter que on peut tout à fait passer une phase de dépression, qu'on peut passer une phase avec des symptômes anxieux, et qu'il faut absolument pas rester seul et être aidé, et que c'est pas une mauvaise chose que d'être au contraire que d'être aidé. Donc c'est un vrai enjeu. Je vais juste compléter un petit peu les propos sur l'accès aux soins. Nous, il y a un vrai problème aussi de suivi dans le temps. Quand on a un médecin généraliste, alors moi je viens de Brest, je suis parti faire mon internat à Montpellier. Mon médecin généraliste, il est resté à Brest parce que je l'ai pas envoyé à Montpellier. Et d'autant plus que mes stages, je les ai pas tous faits à Montpellier. J'en ai fait en Lozère, j'en ai fait dans les Pyrénées-Orientales, j'en ai même fait à Mayotte. Donc c'est presque qu'il faut trouver un médecin traitant ou un médecin qui nous suit quasiment tous les 6 mois parce qu'on change de département tous les 6 mois. Donc il y a une vraie précarité au logement, mais il y a aussi une vraie précarité sur les soins parce si on n'a pas la possibilité d'avoir un médecin traitant qui est joignable par téléphone, qu'il faut forcément se déplacer, le rencontrer, ce qui paraît aussi logique, dans ce cas-là, forcément, ça dégrade le suivi de l'interne. Et donc ça, c'est pour la médecine générale, mais c'est de la même manière pour un psychiatre, de la même manière pour une autre pathologie que l'interne aurait, et dont le suivi est très compliqué quand on change d'endroit tous les 6 mois. Et est-ce que dans d'autres pays, on retrouve des modèles qui sont plus protecteurs? Alors, c'est toujours compliqué de comparer à d'autres pays parce que, notamment, je pense aux États-Unis, si on regarde, il y avait une enquête qui montrait dans 26 facs de médecine tout ce qu'ils avaient mis en place pour le bien-être de leurs étudiants. Donc, ils avaient mis en place plein de choses. Mais les étudiants, ils paient leur année $40 000. Donc, de ce fait, il y a aussi beaucoup plus de moyens. Enfin, les étudiants, c'est des clients là-bas. Donc, c'est pas du tout la même chose. En revanche, il y a 2 pays qui vraiment ont mis en place des choses pour la santé mentale des étudiants de manière globale. C'est l'Australie et le Québec. Et le Québec a même fait une norme nationale pour le bien-être des étudiants du secondaire. Voilà, je ne dis pas très bien, mais c'est avec les termes québécois. En France, nous, ce qu'on a quand même, c'est dans certaines facs, des structures qui ont été mises en place par la faculté de médecine. Donc, il y a le docteur Donata Mara, donc un peu la pionnière, qui avait créé ça à Paris 6 dès 2005. Depuis, il y a 2 structures qui se sont développées pour justement venir en aide aux étudiants, basées sur justement le modèle qu'on peut trouver en Australie ou au Canada. Mais ces modèles sont souvent insuffisants, et c'est pour ça que les internes ont pris les choses en main. Et là, je vais peut-être laisser Kylian expliquer un peu plus ce qu'ils ont fait. Alors déjà, effectivement, même sur les conditions de travail, on n'est pas sur les mêmes conditions de travail en Europe. Je prends le cas de l'Italie ou de la Suisse, le temps de travail est particulièrement bien respecté. Et donc forcément,
si on y arrive ailleurs, pourquoi on n'y arrive pas en France? Et après, effectivement, on n'a pas attendu les politiques pour agir, puisque souvent ils ont des mandats qui sont encore plus courts que les nôtres actuellement. Donc, on a travaillé effectivement. Alors, on a nos structures locales, nos représentants locaux ont travaillé à mettre en place justement des dispositifs d'écoute entre pairs qui permet à un interne qui se sent justement en difficulté sur le plan psychologique, qui a besoin justement de se rassurer ou justement d'être orienté vers les bonnes personnes, de pouvoir, ce qu'on appelle des SOS, de pouvoir justement aller rencontrer des pairs. Donc c'est des internes de toute spécialité, de psychiatrie, de médecine du travail, de médecine générale ou d'autres spécialités, qui sont là pour pas faire de diagnostic, bien au contraire, ce serait trop leur demander, mais de bien orienter l'interne par rapport aux structures d'aval qui existent. Parce qu'il y a, effectivement, Ariel le disait, depuis 2017, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais des fois, elles sont pas forcément connues, et même connues des internes. Et d'ailleurs, c'est pas dans une situation où on est avec un syndrome anxieux ou un syndrome dépressif qu'on a la capacité à justement aller rechercher facilement ces structures-là, si on ne les connaît pas. Donc justement, l'idée, c'est d'essayer de démocratiser l'aide, ou en tout cas de simplifier l'orientation vers ces aides qui existent, donc soit vers la faculté, c'est d'avoir des contacts de psychiatres qui prennent justement des internes ou des externes plus facilement et plus rapidement que dans la filière classique, d'avoir les contacts pour rencontrer une psychologue rapidement, d'avoir le contact pour avoir la médecine du travail rapidement, d'avoir le contact aussi avec le syndicat local ou avec la faculté pour essayer de travailler si les facteurs de stress ou dépressifs sont en lien avec les conditions de travail, justement pour travailler avec le service pour améliorer ces conditions de travail. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place, et l'écoute de pair est quelque chose qui fonctionne bien. Mais en fait, ils ont mis ça en place parce que ça, c'est gratuit. Concrètement, c'est basé sur le bénévolat. Parce que ce qu'il faudrait dans chaque université, c'est un temps plein de secrétariat pour gérer un peu tout ça, un équivalent temps plein de psychologue. Alors, si on prend le rapport de Nightline et les recommandations, il parlait d'un équivalent temps plein pour 1500 étudiants. Vu la prévalence des symptômes, c'est peut-être insuffisant. Et des vacations de psychiatre, et donc du temps de psychiatre, mais qui soit payé par la faculté pour ça, et à rassurer l'étudiant vraiment sur la confidentialité. Parce que ça, c'est très important, ça fait partie de leur source d'inquiétude, en leur disant, bah voilà, ça sera gratuit, ça sera confidentiel, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ça. Mais avec des facs de médecine qui sont déjà à l'os, avec les réformes qui demandent encore plus de travail universitaire, c'est compliqué. Il faudrait minimum 600 millions d'euros en plus par an pour les facultés de médecine pour essayer qu'elles tournent bien. Donc, vu les coupes budgétaires actuelles, les 600 millions d'euros par an, on est loin de les avoir. Est-ce que vous avez, par exemple, un exemple d'une université qui, elle, a mis en place des réformes ou une structure pour justement le bien-être de leurs étudiants? Alors, moi, j'en connais déjà au moins deux. Il y a Sorbonne Université, où le docteur Donat Tamara avait créé le BIP, le bureau d'interface professeur-étudiant, en 2005. Là, je suis actuellement à Paris-Cité, et Paris-Cité a également des dispositifs en place pour les étudiants, ça s'appelle le POP de mémoire. Donc, ça existe. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il faut se situer à 3 niveaux. Donc, le niveau primaire, prévention primaire, c'est intervenir avant que les troubles commencent. Prévention secondaire, c'est dépistage, et prévention tertiaire, c'est traitement. Donc, on en a déjà parlé du traitement avec les structures qui font en place, mais il y a toute la partie primaire et secondaire au niveau institutionnel pour changer les choses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer le temps de travail. Donc ça, c'est compliqué parce que, en plus, avec les préparations du concours, les externes, ils travaillent énormément, le stage plus préparation du concours. Il y a les aider à gérer leur stress, à s'orienter. Donc, à Paris 6, notamment, le docteur Donat Tamara avait mis en place un forum des carrières pour qu'ils puissent découvrir les différentes spécialités pour s'orienter, être un peu moins perdus. Ils avaient aussi des unités des unités d'enseignement sur gestion du stress, apprendre à apprendre, travailler un peu la relaxation, justement essayer d'intervenir en amont. Parce que les interventions pratiques ponctuelles, type groupe de thérapie cognitivo-comportementale, ça, on est sur du court terme, sur du 3 à 6 mois. Si on passe dans le temps, à partir du moment où les étudiants ne sont plus pris en charge, les symptômes ils vont revenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir au niveau institutionnel. Et ce que disait Kylian sur le temps de travail, ça, c'est très important. Parce que les conditions ont changé aussi. Et ça, c'est quelque chose que les plus anciens ont peut-être un peu du mal à comprendre. Mais quand on prend les chiffres, entre 80 et 2020, en gros, il y a eu 40% des lits confirmés à l'hôpital public. Or, 40% de lits en moins, ça veut dire des patients qui restent beaucoup moins longtemps.
Donc ça veut dire un turnover plus rapide, avec des patients plus graves, plus de comptes rendus à faire, avec moins de secrétaires. Donc pour les étudiants, c'est une charge de travail qui augmente beaucoup et qui est très différente de celle de leurs prédécesseurs. Avec ce côté en plus, parce que le burn-out, c'est pas seulement la charge de travail, c'est aussi cette impression, et beaucoup d'étudiants le disent, d'être maltraitant avec les patients parce que ils les font sortir ou parce qu'ils n'ont pas le temps suffisamment avec eux. Et là, il y a eu encore, c'était la semaine dernière ou dans 2 semaines, un article dans le Canard enchaîné sur un patient qui souffrait de cancer qui a été mis dehors de l'hôpital, concrètement, parce qu'ils avaient besoin du lit. Et comme il avait nulle part où aller, il était SDF, il est resté devant l'hôpital en fauteuil roulant. Quelqu'un l'a vu, l'a remis aux urgences, il a été hospitalisé, il est décédé. Et là-dessus, on va dire c'est de la faute des médecins, sauf qu'en fait, les médecins, ils sont en train de gérer une pénurie. Et c'est à tous les niveaux. Et pour le coup, quelles associations, lignes d'écoute et dispositifs de soutien existent aujourd'hui ? Alors, je pense que la première à retenir, s'il y en a vraiment une seule, c'est le 3114. C'est le numéro vert pour les idées suicidaires, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, gratuit, anonyme. C'est vraiment le numéro à retenir parce que tous les jours, le 3114 sauve des vies. Donc ça, je pense que c'est important. Après, dans les autres associations, il y a Nightline qui est présent, mais pas partout sur le territoire, mais quand même dans plusieurs villes. Et l'avantage de Nightline, c'est que c'est un numéro qui fonctionne le soir. Parce que souvent, ça va être en effet le soir que les étudiants vont pouvoir appeler. Il y a une autre chose, mais pour ceux qui ont déjà fait une tentative de suicide, c'est Vigilance. C'est un dispositif qui existe où vous êtes rappelé, vous avez un numéro que vous pouvez joindre aussi dans la journée, qui est très utile. Et puis après, dans toute la France, on a nos relais locaux, en tout cas d'associations pour les externes, et puis de syndicats locaux pour les internes, qui sont toujours à disposition des internes. Alors, ils sont pas évidemment disponibles 24/24, mais ils sont toujours prêts à aider, et en tout cas à essayer de comprendre et à orienter l'étudiant ou l'interne en médecine qui vont vers eux, et puis surtout essayer de comprendre quelle est l'origine justement de la détresse psychologique pour essayer de faire changer les choses concrètement, notamment dans les services, sur le temps de travail, sur le harcèlement qui peut exister. Nous, au national, évidemment, on agit et on a aussi des contacts directs avec des internes qu'on essaye d'accompagner. Si on a des situations de harcèlement dans les services, on essaye de faire des états des lieux avec nos relais locaux. Et s'il y a besoin, il n'y a aucune ambiguïté, on peut aller jusqu'au procès pénal, on peut aller jusqu'à accompagner les internes dans ces démarches-là s'il y a besoin. Donc on a ce double maillage à la fois du national qui peut aider et puis évidemment du local qui est, eux, quotidiennement sur le terrain. Très bien. Et concernant les conseils pratiques, quelles sont les stratégies individuelles pour mieux gérer la pression et le stress ? Alors, il y a les règles générales, les recommandations générales. Donc, c'est une bonne hygiène de vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une alimentation équilibrée. Donc, pas de fast-food. Ça, c'est pas de fast-food, pas de plat tout préparé en permanence. Une bonne hygiène de sommeil, mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout avec les internes qui ont des gardes et ceux qui travaillent beaucoup. Donc, ça, c'est les 2 points les plus importants. Après, l'autre chose, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, c'est le problème de la solitude chez les jeunes et chez les étudiants en médecine. Donc, maintenir son réseau amical, participer à des événements, c'est important aussi. Et enfin, il faut savoir que depuis l'année dernière, tout Français peut bénéficier de 12 séances de psychologue remboursées par la Sécurité sociale, sans prescription du médecin généraliste. Maintenant, il n'y a plus besoin d'adressage, mais il y a une liste de psychologues qui participent. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire, sachant que souvent, il y a des délais d'attente de plusieurs semaines pour un travail psychologique qui va être simplement justement pour éviter d'en arriver à un épisode dépressif ou un épisode de burn-out, mais juste de manière préventive, commencer un travail pour aller mieux et apprendre à gérer son stress. Et moi, si je devais retenir une seule chose, en tout cas, ou un conseil pratique au quotidien, c'est de ne pas hésiter de communiquer, de ne pas hésiter d'en parler, de parler de sa situation. Alors, des fois, dans les services, c'est pas forcément possible parce que les chefs sont pas forcément à l'écoute ou nos co-internes sont pas forcément à l'écoute, mais il y a les internes et les étudiants en santé qui nous écoutent. Vous ne serez jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un qui sera disponible, que ce soit dans les associations, à la faculté, quelqu'un qui pourra vous écouter, essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de vous aider derrière surtout, puisque c'est ça l'important, c'est de pouvoir régler le problème. Donc surtout ne restez pas seul et parlez-en. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à évoquer qu'on n'aurait peut-être pas mentionné durant cet épisode ? Voilà, je pense qu'on l'a dit, il faut plus d'argent notamment sur ce sujet-là. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent être développées, des pistes qu'on a vues à l'étranger qui peuvent aider. Le mentorat.
le mentorat, ça joue à 2 niveaux. D'une part, pour le mentor, ça lui donne enfin quelque chose de positif, parce qu'on a dit des fois avec les patients, ça peut être maltraitant, mais aider un étudiant plus jeune à progresser, c'est toujours valorisant. Pour l'étudiant plus jeune, ça peut lui donner des conseils pratiques. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider. D'autre part, les étudiants kinés ont mis en place un dispositif en lien avec leurs enseignants qui s'appelle les acteurs relais, où c'est un peu des personnes référentes, justement, quand on ne va pas bien, qui peuvent être là pour orienter et qui sont identifiées au sein d'une promotion, au sein d'une faculté, parce que ce n'est pas seulement des étudiants, c'est aussi des enseignants ou du personnel administratif. Ça, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe pas en médecine en tant que tel, et qui pourrait être utile aussi. Et enfin, c'est voir avec les facultés de médecine pour qu'elles payent du temps de psychiatre et de psychologue. Il y a un vrai enjeu, je pense, pendant beaucoup d'années, on s'est concentré sur le système d'aval, sur l'accessibilité aux psychologues, aux psychiatres de manière rapide. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur la prévention. Et la prévention, ça passe par la formation des chefs de service, par la formation de ceux qui encadrent les étudiants et les internes dans les services, pour qu'ils puissent détecter déjà en amont, parce qu'il y a toujours dans les syndromes anxieux, dans les syndromes dépressifs, des symptômes qui apparaissent assez tôt et des changements de comportement qui doivent être détectés par ceux qui côtoient justement au quotidien les étudiants en santé. Donc il y a un vrai enjeu de formation justement des personnes qui encadrent, dont leur première mission c'est la formation, mais leur deuxième mission c'est évidemment de prendre soin de ceux qui encadrent. Donc il y a un enjeu effectivement à former en secours en santé mentale, qui est des référents, qui connaissent justement, qui puissent diffuser cette information pour qu'on puisse, on va dire, compléter le dispositif. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un système d'aval qui doit être fort, mais dont il manque des moyens, comme on l'a dit, qu'on ait aussi que tout à chacun soit sensibilisé justement sur la question de la santé mentale et sur la question des premiers symptômes qui amènent justement à nous alerter sur la détresse psychologique d'un étudiant ou d'un interne en santé. Très bien. Et enfin, pour terminer, on va commencer avec le docteur Fragerman. Où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux et vos études ? Alors, d'une part sur PubMed, donc c'est le moteur de recherche pour les articles scientifiques, où vous retrouverez tous les articles scientifiques publiés, y compris ceux sur l'enquête santé mentale 2021. Ceux pour l'enquête santé mentale 2024 sont encore en cours de rédaction. On avait fait aussi un article de vulgarisation dans The Conversation pour l'enquête de 2021. Et il y a également sur le site de la Fondation Jean Jaurès où j'avais fait une note en 2020 et un rapport en 2022 sur l'hôpital. Très bien. Et enfin, Kylian, l'ISNI, comment on peut vous joindre, comment rejoindre aussi l'ISNI, si vous avez quelques conseils. Alors nous, on est présent sur tous les réseaux sociaux, même TikTok, donc vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, c'est ISNI, Intersyndical National des Internes. L'étude et l'enquête santé mentale qu'on a publiée est disponible sur notre site et puis sur l'ensemble des sites de l'ISNAR-IMG et puis de l'ANEMF évidemment également. Et puis on diffuse beaucoup d'informations sur nos réseaux, donc c'est là où on est le plus actif. Et si on a besoin de nous contacter, en général, on nous contacte directement sur les réseaux sociaux ou par mail, pareil, qu'on trouve sur notre site internet. Et on est extrêmement réactif, on donne des réponses en moins de 24 heures. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Tous les épisodes de Vidal et moi sont disponibles sur Spotify, sur Deezer et également sur notre page YouTube. À très vite pour un prochain épisode.